Elle a perdu son mari pendant sa grossesse. Ce qu'elle a fait ensuite va briser et guérir votre cœur. Dans un village côtier pittoresque où la brise océane porte des murmures de joie et de chagrin, la vie d'une pâtissière de 35 ans vole. En éclat un matin orageux. Bon retour et profitez de l'histoire. Françoise, enceinte de 6 mois de son premier enfant, reçoit la nouvelle dévastatrice que le bateau de pêche de son bien-aimé mari Mathieu a été pris dans une violente tempête. Les équipes de recherche ne reviennent qu'avec son alliance et une veste déchirée. Son monde s'effondre alors qu'elle fait face à une réalité inimaginable, élever leur enfant seul pendant que son cœur se brise en 1000 morceaux. Les villageois, bien que compatissants, murmurent dans son dos que la mère a réclamé une autre victime, comme elle l'a fait depuis des générations dans cette communauté de pêcheurs. Nichée dans la baie de Marseille, cette petite commune vivait au rythme des marées et des traditions maritimes ancestrales. Françoise, submergée par le chagrin, a du mal à sortir du lit pendant des semaines. Sa pâtisserie, autrefois remplie du doux arôme de ses célèbres roulés à la cannelle, reste fermée, et les factures commencent à s'accumuler. Le bébé qu'elle porte est la seule raison qui la pousse à manger et à prendre des vitamines prénatales. Les nuits étaient les plus difficiles. Allongée dans ce lit devenu trop grand, Françoise fixait le plafond, sentant parfois des mouvements dans son ventre qui lui rappelaient douloureusement la joie qu'elle devait ressentir malgré tout. Elle revivait sans cesse les derniers moments avec Mathieu, son sourire confiant lorsqu'il lui avait promis de rentrer avant midi pour l'aider à préparer la nouvelle vitrine saisonnière de la pâtisserie. « Ce sera juste une sortie rapide », avait-il dit en l'embrassant sur le front. « Les poissons mordent bien à l'aube après une nuit claire comme celle-ci. » Sa belle-mère, Nicole, amère de sa propre perte, blâme Françoise pour avoir encouragé son fils à aller pêcher ce jour-là, au lieu de prendre un jour de congé. « Si tu ne l'avais pas poussé à sortir pour rapporter ces maudits poissons pour ta nouvelle recette, il serait encore parmi nous, » avait-elle lancé lors de la veillée, funèbre, ses yeux rougis par les larmes, mais durcis par le ressentiment. Cette accusation crée une douloureuse rupture entre elles, laissant Françoise sans le soutien de la personne qui devrait le mieux comprendre sa douleur. Les rituels traditionnels de deuil de la communauté, que Françoise trouve étouffants, ne font qu'approfondir son isolement, alors qu'elle refuse de porter les vêtements noirs attendus des veuves du village. Chaque matin, elle se forçait à ouvrir les rideaux, laissant entrer la lumière méditerranéenne qui autrefois la remplissait de joie. Maintenant, cette même lumière semblait presque moqueuse dans sa brillance, illuminant une vie désormais incomplète. Quelques voisines venaient régulièrement, apportant des plats préparés qu'elle touchait à peine, des paroles de réconfort qui sonnaient creux à ses oreilles. « Le temps guérit toutes les blessures », disait-elle. Mais comment le temps pourrait-il combler l'abîme qui s'était ouvert en elle? Dans la petite chambre qu'elle avait commencé à préparer pour le bébé, les murs à moitié peints en bleu ciel, le projet du dernier week-end de Mathieu restait inachevé, comme suspendu dans le temps. Le berceau en bois qu'il avait commencé à sculpter, un talent hérité de son propre père, était posé dans un coin, attendant des mains qui ne viendraient jamais le terminer. Parfois, Françoise s'asseyait dans la chaise à bascule, près de la fenêtre, caressant son ventre, et murmurait des histoires sur le père que son enfant ne connaîtrait jamais. Il avait les yeux les plus rieurs, racontait-elle doucement, et des mains qui pouvaient à la fois manipuler les filets les plus robustes et décorer les gâteaux les plus délicats quand il m'aidait à la pâtisserie. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. 3 mois passent et Françoise donne naissance à une magnifique petite fille qu'elle nomme Nathalie, d'après la mère qui a à la fois donné et pris ce qu'elle aimait le plus. Tenir sa fille pour la première fois fut comme voir un rayon de soleil percer à travers les nuages les plus sombres. Dans les traits minuscules du visage de Nathalie, elle pouvait voir des échos de Mathieu, la courbe particulière des sourcils, la fossette au menton. La sage-femme, une femme robuste au visage bienveillant qui avait mis au monde la plupart des enfants du village, y compris Mathieu lui-même, avait des larmes dans les yeux lorsqu'elle déposa le nouveau-né sur la poitrine de Françoise. « Elle a l'esprit de la mère en elle », avait-elle murmuré, touchant doucement la touffe de cheveux noirs qui couronnait la tête du bébé. « Elle sera forte comme son père. » Les premiers jours avec Nathalie furent à la fois épuisants et apaisants.
L'obligation de répondre aux besoins constants d'un nouveau-né ne laissait pas beaucoup de place à la langueur du chagrin qui avait caractérisé les mois précédents. Françoise devait se lever, nourrir, changer, bercer, un cycle sans fin qui, malgré sa difficulté, réintroduisait une structure dans sa vie décousue. Ce qui la surprit le plus fut la façon dont le village réagit à la naissance. Des femmes qu'elle connaissait à peine vinrent avec des plats faits maison, des vêtements tricotés pour le bébé, offrant de tenir la petite pendant que Françoise prenait une douche ou volait quelques minutes de sommeil. Même des pêcheurs, ces hommes taiseux qui travaillaient avec Mathieu, se présentèrent maladroitement à sa porte, offrant de réparer une gouttière qui fuyait ou de déblayer le petit jardin négligé. Leur chagrin pour leurs camarades perdus se manifestait dans ces gestes pratiques, ces offres de compétences plutôt que de paroles. Seule Nicole, sa belle-mère, restait à distance. Elle était venue à l'hôpital, bien sûr, tenant sa petite fille, avec une raideur qui trahissait son conflit intérieur. L'amour instinctif pour l'enfant de son fils, luttant contre le ressentiment envers la femme qu'elle tenait pour responsable de sa perte. Françoise avait tendu la main au-dessus du berceau, un geste de paix. Mais Nicole s'était détournée, laissant un cadeau soigneusement emballé sur la table de chevet, un médaillon contenant une photo de Mathieu enfant sur un côté, l'autre côté vide, attendant peut-être une photo de Nathalie. En tenant Nathalie, Françoise connaît un moment de clarté profonde. Elle ne permettra pas à la tragédie de définir leur vie. Avec une détermination renouvelée, elle rouvre sa pâtisserie avec Nathalie dormant dans un berceau derrière le comptoir. La première nuit qu'elle passa à préparer les pâtisseries fut comme retrouver une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. Après avoir installé Nathalie dans le petit berceau qu'elle avait apporté dans l'arrière-boutique, elle ralluma les fours, sortit les moules et les ustensiles qui attendaient, couverts d'une fine couche de poussière, et se mit au travail. Il y avait une douleur dans ces gestes familiers. Tant de recettes avaient été perfectionnées avec Mathieu comme goûteur enthousiaste, tant d'innovations inspirées par ses suggestions. Pourtant, dans cette douleur, elle trouva une connexion. Chaque mouvement de ses mains dans la pâte, chaque technique qu'elle exécutait avec une précision née de la pratique, la reliait à ces moments partagés. C'était comme si, dans l'acte de création, elle pouvait maintenir une conversation silencieuse avec lui. À l'aube, lorsqu'elle disposa les premières viennoiseries dans la vitrine fraîchement nettoyée, une fatigue satisfaisante imprégnait ses muscles. Elle avait peint un petit écriteau coloré annonçant la réouverture, ajoutant presque comme une réflexion tardive, venez rencontrer la nouvelle assistante de la pâtissière. À côté du mot « assistante », elle avait dessiné un minuscule « berceau ». Les premiers clients sont hésitants, incertains de la façon d'interagir avec la nouvelle mère, dont la perte pèse encore lourdement dans l'air. Les ventes sont désastreuses, et Françoise fait à peine assez pour couvrir les dépenses de base. La banque envoie un avis indiquant que le prêt pour le bateau de pêche de son défunt mari est en retard, menaçant de reprendre possession de leur modeste maison. L'ancienne routine de la pâtisserie semblait maintenant étrangement discordante, comme une mélodie autrefois familière jouée dans une tonalité légèrement fausse. Les clients entraient et s'arrêtaient, surpris par le berceau dans le coin, embarrassés par la présence de celle qu'ils avaient l'habitude d'appeler entre eux la pauvre veuve. Leur conversation s'interrompait brusquement quand elle approchait, remplacée par des sourires trop brillants et des commentaires trop enthousiastes sur la météo. Pire encore, sa concentration n'était plus ce qu'elle était. 3 fois, dans la même semaine, elle laissa brûler un lot de croissants distraite par les pleurs de Nathalie ou simplement perdue dans ses pensées. Une cliente de longue date, Madame Leroy, goûta un de ses éclairs au chocolat et ne put cacher sa grimace. « Le chocolat est un peu amer aujourd'hui, non ?» avait-elle commenté, et Françoise avait réalisé avec horreur qu'elle avait oublié d'ajouter le sucre à la ganache. Chaque soir, elle rentrait chez elle épuisée, ses recettes plus lourdes, ses ventes plus légères. Nathalie, sensible à la tension, semblait pleurer plus que d'habitude. La lettre de la banque était épinglée au mur de la cuisine, les mots « avis final » tamponnés en rouge vif, semblant la narguer à chaque biberon de nuit. La nuit où elle reçut la lettre finale du créancier, Françoise s'assit sur le plancher de la cuisine, dos contre le réfrigérateur, et pleura véritablement pour la première fois depuis l'enterrement. Pas les larmes silencieuses qui avaient été ses compagnes nocturnes constantes, mais des sanglots profonds et déchirants qui venaient du fond de son âme. Nathalie,
comme si elle sentait le désespoir de sa mère, resta étrangement silencieuse. Dans son berceau, ses grands yeux sombres, si semblables à ceux de son père, fixés sur le visage de Françoise. « Je ne sais pas comment continuer, » murmura Françoise dans la pièce vide. « Comment puis-je faire ça sans toi ?» Comme. En réponse, Nathalie émit un petit gazouillement, un son presque musical qui brisa momentanément la spirale de désespoir de Françoise. Elle se leva, prit sa fille dans ses bras et la berça doucement. « Nous trouverons un moyen, promit-elle, aussi bien à elle-même qu'à Nathalie. Ton père n'abandonnerait pas, et moi non plus. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Françoise feuilleta un vieux carnet de recettes, cherchant l'inspiration. Et soudain, une idée commença à prendre forme. En désespoir, Françoise crée une nouvelle pâtisserie inspirée des ingrédients préférés de son mari, sel de mer, caramel et chocolat noir. Elle l'appelle Le Marin et la place dans sa vitrine sans aucune attente. C'était une création née autant du chagrin que de la nécessité. Le contraste entre le caramel salé et le chocolat amer reflétait parfaitement la dualité de sa propre expérience, la douceur de l'amour et l'amertume de la perte. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit véritablement inspirée, travaillant jusqu'à l'aube pour perfectionner la recette, ajustant les proportions, expérimentant avec différentes textures. Lorsqu'elle prit enfin une bouchée du produit fini, les saveurs explosèrent sur sa langue, d'une manière qui lui rappela immédiatement Mathieu, complexe, surprenant et profondément satisfaisant. Le lendemain matin, elle plaça une assiette de ses créations dans la vitrine avec une petite carte écrite à la main expliquant son inspiration. Elle n'avait pas beaucoup d'espoir. Après tout, les goûts des villageois tendaient vers le traditionnel, les pâtisseries qu'ils connaissaient depuis l'enfance. Mais elle se sentait néanmoins un peu plus légère, comme si l'acte de création avait libéré quelque chose en elle. La journée commença lentement, comme toujours. Quelques habitués achetèrent leur pain quotidien, jetant des regards curieux mais méfiants vers la nouvelle offre. Puis, juste avant midi, une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant entra dans la boutique. Grande, avec des lunettes à monture épaisse et un carnet à la main, elle examina attentivement la vitrine avant de pointer vers Le Marin. « Je vais essayer celui-là, s'il vous plaît », dit-elle avec un accent qui n'était pas du coin. « Et un café, si vous en avez. » À sa surprise, le blogué culinaire de passage dans le village essaie la pâtisserie et publie à ce sujet en ligne, l'appelant « un goût de la mer et du ciel enveloppé dans un confort beurré ». Avant même que Françoise puisse terminer de servir son expresso, la femme avait sorti un appareil photo et prenait plusieurs clichés de la pâtisserie sous différents angles, notant quelque chose dans son carnet après chaque bouchée. « C'est extraordinaire », déclara-t-elle finalement, « ce contraste entre le sel et le sucre et cette texture incroyable. » Elle se présenta comme Émilie Dufresne, une blogueuse culinaire basée à Paris, mais voyageant à travers la France, pour un guide des pâtisseries régionales. « Votre création mérite d'être connue au-delà de ce village, » dit-elle, tapant déjà frénétiquement sur son téléphone. « Je vais en parler sur mon blog aujourd'hui même. » Françoise la remercia, poliment, mais sans grande conviction. Un petit article sur un blog culinaire ne changerait pas sa situation financière, après tout. Elle était loin d'imaginer l'impact qu'aurait cette simple visite. Les commandes commencent à affluer, pas seulement des locaux, mais aussi des villes voisines. Françoise peut à peine suivre la demande. Le lendemain de la visite d'Émilie, un groupe de 3 femmes entra dans la boutique, demandant spécifiquement Le Marin, qu'elles avaient en vue sur Instagram. L'après-midi, 2 couples de touristes firent un détour par le village, le poste d'Émilie en main comme une carte au trésor. Le jour suivant, le téléphone de la pâtisserie, silencieux depuis si longtemps, commença à sonner avec des commandes de café et de restaurants des villes voisines. C'était comme si une vague s'était formée et déferlait maintenant sur la petite boutique. Françoise se retrouva à travailler de plus en plus tard, préparant des lots toujours plus grands de sa création. Elle embaucha Léa, une adolescente du village, pour l'aider aux heures de pointe et s'occuper de Nathalie quand les choses devenaient trop chaotiques. Un mardi matin, alors qu'elle pétrissait la pâte pour le 4e lot de Marin de la journée, la porte de service s'ouvrit sur une silhouette qu'elle ne s'attendait pas à voir. Patrick, l'ancien partenaire de pêche de Mathieu. Un homme trapu aux traits burinés par le soleil et le sel, Patrick n'avait pas mis les pieds dans la pâtisserie depuis l'enterrement. Il se tenait là, casquette à la main, visiblement mal à l'aise.
J'ai entendu que les affaires reprennent, dit-il finalement après un silence gêné. C'est bien, Mathieu aurait été content. Ce succès soudain attire l'attention de l'ancien partenaire de pêche de son mari, qui révèle une vérité choquante. Son mari avait prévu de vendre son bateau pour investir dans l'expansion de sa pâtisserie, croyant en son talent plus qu'elle ne l'avait jamais fait elle-même. Françoise l'invita à s'asseoir, lui offrant une tasse du café fort qu'il préférait, comme au temps où il passait prendre Mathieu pour leurs sorties en mer. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, » dit-il, tournant la tasse entre ses mains calleuses. Quelque chose que Mathieu aurait voulu que tu saches, mais il voulait te faire la surprise. Et c'est ainsi, dans l'arrière-boutique remplie de l'arôme du caramel et du chocolat, que Patrick lui révéla que Mathieu avait été en négociation pour vendre son bateau à un pêcheur plus jeune du village voisin. L'argent devait servir à financer l'agrandissement de la pâtisserie, un rêve que Françoise avait souvent évoqué mais jamais sérieusement poursuivi, se sentant coupable de potentiellement éloigner Mathieu de la mère qu'il aimait tant. « Il disait toujours que ton talent était trop grand pour cette petite boutique, » expliqua Patrick, sa voix devenant rauque d'émotion. « Il était fier de toi, tu sais. Tellement fier. » Cette révélation frappa Françoise comme une vague, à la fois dévastatrice et étrangement réconfortante. Mathieu avait cru en elle, même quand elle avait douté d'elle-même. Il avait été prêt à renoncer à une partie de sa propre identité pour soutenir la sienne. « Le jour de la tempête, » commença Patrick, hésitant. Il était pressé de rentrer parce qu'il avait rendez-vous avec l'acheteur du bateau. C'est pour ça qu'il est sorti malgré les avertissements. Il voulait conclure l'affaire pour pouvoir t'annoncer la nouvelle. Où est le message qui t'empêche d'arrêter et qui te donne envie de continuer à suivre cette histoire captivante? Voilà, la crique inattendue que Nathalie allait découvrir cachée sous le ponton où Mathieu amarrait son bateau, allait-elle révéler plus que de simples souvenirs maritimes? Pendant une matinée particulièrement chargée, Françoise découvre un vieux livre de recettes de la grand-mère de son mari, rempli de desserts traditionnels inspirés de la mer qui avaient été oubliés depuis des générations. Alors qu'elle feuilletait les pages jaunies par le temps, une feuille pliée tomba sur le comptoir. C'était une lettre, écrite de la main de Mathieu, datée de 2 jours avant la tempête fatale. « Ma chère Françoise, » commençait-elle, « si tu lis ceci, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de te parler de mon plan. Le bateau qui a appartenu à mon père et à son père avant lui représente pour moi notre passé. Mais toi et le bébé, vous êtes mon avenir. » La lettre détaillait ses espoirs pour l'expansion de la pâtisserie, incluant même quelques croquis grossiers pour un nouvel agencement. Françoise la pressa contre son cœur, les larmes coulant librement, maintenant mais différentes de celles qu'elle avait versées ces derniers mois. Ces larmes étaient un hommage, pas seulement à ce qu'elle avait perdu, mais à ce qu'elle avait eu la chance de partager, même brièvement. Le livre lui-même était un trésor d'inspiration oubliée, des tartelettes au citron et à la fleur de sel, des financiers à l'algue nori caramélisée, des macarons à l'eau de rose et au safran. Des recettes qui racontaient l'histoire d'une communauté vivant entre terre et mer, mélangeant les saveurs des 2 mondes. Elle commença immédiatement à expérimenter, ajoutant sa propre touche moderne aux traditions d'antan. Alors qu'elle expérimente avec ses recettes, en y ajoutant sa propre touche moderne, la popularité de la boutique grandit encore plus. Un propriétaire d'hôtel local offre de présenter ses pâtisseries à leur buffet de petit déjeuner, fournissant un flux de revenus stable. Le sirène, une tarte légère au citron vert et à la lavande de mer, devient rapidement aussi populaire que le marin. L'horizon, un gâteau étagé combinant chocolat blanc, pêche et romarin, attire l'attention d'un magazine régional de gastronomie qui vient faire un reportage sur la pâtissière qui a transformé sa tragédie en art culinaire. Françoise déteste ce titre. Elle ne veut pas que son histoire personnelle éclipse son travail, mais elle ne peut nier que la publicité aide à remplir ses caisses de plus en plus rapidement. Pour la première fois depuis sa perte, elle commence à ressentir une stabilité financière. Elle peut enfin payer les dernières traites du prêt pour le bateau et commencer à mettre de côté pour l'avenir de Nathalie. Peu à peu, à mesure que les semaines se transforment en mois, une nouvelle routine s'installe. Françoise se lève avant l'aube pour préparer les pâtisseries, puis laisse la boutique aux soins de Léa et d'une autre assistante récemment embauchée pendant qu'elle passe du temps avec Nathalie. Les après-midi, elle retourne à la pâtisserie, souvent avec le bébé,
maintenant assez grand pour s'asseoir dans un petit siège sur le comptoir, observant avec de grands yeux curieux le va-et-vient des clients. Et ces clients sont de plus en plus nombreux à poser des questions sur la personne derrière les créations, à vouloir rencontrer la femme dont les pâtisseries racontent des histoires si évocatrices. Lentement, presque imperceptiblement, Françoise commence à trouver une certaine satisfaction à partager ses histoires, à parler de son inspiration, à connecter avec les gens à travers sa cuisine d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Un soir, alors qu'elle ferme la boutique, elle aperçoit une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Nicole, sa belle-mère, observant la vitrine illuminée avec une expression indéchiffrable. Leurs regards se croisent brièvement, avant que la femme plus âgée ne détourne les yeux et s'éloigne rapidement. Mais le fait qu'elle soit venue, qu'elle ait regardé, semble significatif d'une manière que Françoise ne peut pas encore tout à fait comprendre. Alors que Nathalie approche de son premier anniversaire, Françoise reçoit une lettre d'un prestigieux concours culinaire dans la capitale. Quelqu'un a nominé ses pâtisseries et elle a été sélectionnée comme finaliste. La compétition exigerait qu'elle quitte le village pendant une semaine, quelque chose qui la terrifie, car elle n'a pas passé une nuit loin de chez elle depuis la tragédie. Le concours Les Étoiles de la pâtisserie française était connu pour lancer des carrières, pour transformer des artisans locaux en noms nationalement reconnus. La lettre, écrite sur un papier épais avec un en-tête doré, indiquait qu'un gourmand anonyme avait soumis son nom et plusieurs échantillons de son travail au comité de sélection. Qui ferait une chose pareille, se demanda Françoise, à voix haute, relisant les détails de l'invitation. Une semaine à Paris, tous frais payés pour présenter ses créations devant un panel de chefs étoilés Michelin et d'experts en pâtisserie. C'était une opportunité incomparable, le genre de chance qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Et pourtant, la pensée de quitter le village, de s'éloigner de Nathalie, même brièvement, nouait son estomac d'angoisse. Cette même nuit incapable de dormir, elle entendit des pas sur le perron. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva Nicole, droite et digne malgré l'heure tardive. « J'ai entendu parler du concours, » dit sa belle-mère sans préambule. « C'est moi qui ai envoyé tes pâtisseries. » Devant l'expression choquée de Françoise, elle ajouta rapidement « J'ai goûté ton marin. C'était comme si une partie de mon fils était revenue vers moi à travers ta création. » Sa belle-mère, qui a observé la détermination de Françoise de loin, offre de façon inattendue de s'occuper de Nathalie pendant le concours, le premier pas vers la guérison de leur relation. Elles se font face dans l'embrasure de la porte. Ces deux femmes liées par l'amour pour le même homme et la même enfant, mais séparées par des mois de douleur et de ressentiment. Le silence entre elles est lourd d'émotions non dites, de regrets, et peut-être enfin d'une possibilité de réconciliation. « Tu devrais y aller, » dit finalement Nicole, sa voix plus douce qu'à l'accoutumée. « Je peux m'occuper de Nathalie. Elle est tout ce qui me reste de lui. » Françoise hésite, tiraillée entre l'opportunité professionnelle qui s'offre à elle et la méfiance persistante envers cette femme qui l'a blâmée si ouvertement pour la mort de son fils. Pourtant, en regardant le visage de Nicole, elle y voit quelque chose de nouveau, une vulnérabilité, peut-être même un regret. « Elle est difficile parfois, » prévient Françoise, testant les os. Elle fait ses dents et se réveille, souvent la nuit. « J'ai élevé Mathieu, tu te souviens ?» répond Nicole avec l'ombre d'un sourire. « Il était exactement pareil, têtu comme une mule dès le berceau. » C'est ce petit souvenir partagé, cette reconnaissance commune de l'homme qu'elles ont toutes deux aimé, qui brise finalement quelque chose en Françoise. Elle fait un pas de côté, invitant silencieusement sa belle-mère à entrer. « Voulez-vous voir les albums photos ?» offre-t-elle impulsivement. « J'en ai plusieurs de lui, enfant, que vous n'avez peut-être jamais vus. » Ainsi, dans le salon à peine éclairé, elles commencent à reconstruire la fragile fondation d'une relation. Page par page d'albums photos, histoire par histoire, réunis dans leur amour partagé pour l'absent. Avez-vous déjà vécu une perte qui vous semblait insurmontable, mais qui vous a finalement mené vers une nouvelle voie inattendue? Partagez votre expérience dans les commentaires. Le concours culinaire projette Françoise sous les projecteurs où elle doit faire face à des journalistes qui posent des questions invasives sur son inspirante histoire de veuve plutôt que de se concentrer sur ses compétences culinaires. Le voyage à Paris est une succession de premières pour Françoise depuis la tragédie. Premier trajet en train, première nuit loin de Nathalie, première exposition
à un monde bien plus vaste que son village côtier. L'hôtel luxueux où les participants sont logés lui semble étranger, presque intimidant avec ses lustres étincelants et son personnel en uniforme. La veille de la compétition, l'angoisse de Françoise atteint son paroxysme. Assise sur le bord du lit de sa chambre d'hôtel, elle fixe son téléphone, imaginant Nathalie pleurant pour sa mère absente. Elle résiste à l'envie d'appeler Nicole pour la 10e fois en 2 heures. Elle va bien, se répète-t-elle. Elles vont bien toutes les deux. L'ouverture du concours est un tourbillon de couleurs, d'odeurs et de visages inconnus. Des caméras de télévision se faufilent parmi les participants. Les journalistes notent frénétiquement chaque détail. Françoise, vêtue de sa veste de chef fraîchement achetée, se sent horriblement déplacée parmi ses professionnels assurés. Lorsqu'un journaliste s'approche, son premier instinct est de s'éloigner. « Françoise Dumas ?» l'interpelle-t-il. L'histoire de la pâtissière veuve qui a transformé sa tragédie en triomphe culinaire a captivé notre audience. Comment est-ce de représenter les veuves de pêcheurs partout en France? Frustrée et prête à abandonner, elle rencontre un consultant en restauration bienveillant qui reconnaît son talent authentique et lui offre des conseils sincères, sans pitié. Robin Mercier, grand et élancé avec des cheveux poivre et sel, et des lunettes à monture d'écaille, l'intercepte alors qu'elle se dirige vers la sortie, les larmes aux yeux. « Ne laissez pas ces vautours vous chasser, » dit-il doucement. « Ils veulent une histoire larmoyante, mais ce sont vos mains qui créent de la magie, pas votre passé. » Sa gentillesse désintéressée surprend Françoise. Plus tard, après sa présentation, où elle crée une version raffinée du marin, qui impressionne visiblement le jury, Robin lui propose de prendre un café. « Parlons de votre technique de feuilletage », suggère-t-il, évitant délibérément toute question personnelle. C'était remarquable. Leur relation professionnelle évolue lentement en amitié, donnant à Françoise sa première occasion de rire sincèrement depuis plus d'1 an. Robin devient un mentor, l'encourageant à explorer de nouvelles techniques, lui envoyant des articles sur les tendances pâtissières émergentes. Il respecte ses limites, ne posant jamais de questions sur Mathieu, attendant qu'elle partage d'elle-même. Un soir, par téléphone, elle lui raconte finalement comment elle a créé le marin, sa voix s'adoucissant en parlant de Mathieu. C'est la première fois qu'elle peut parler de lui sans que la douleur ne l'étouffe immédiatement. Françoise revient au village avec le prix de la 2e place et suffisamment de contacts pour commencer à fournir ses pâtisseries à des établissements haut de gamme de la capitale. Elle retrouve Nathalie, maintenant capable de se tenir assise seule, gazouillant joyeusement dans les bras de Nicole. À sa grande surprise, sa maison est impeccable, et Nicole a même commencé à terminer la peinture dans la chambre de l'enfant. « Elle a tes yeux », dit simplement Nicole, tendant la petite fille à sa mère. Mais son sourire est tout Mathieu. Ces simples mots scellent leur réconciliation naissante. Alors que l'entreprise se développe, elle convertit le vieux bateau de pêche de son mari en café flottant, honorant sa mémoire tout en créant quelque chose de nouveau. Cette initiative audacieuse divise le village traditionnel. Certains la considèrent comme irrespectueuse, tandis que d'autres admirent son innovation. L'idée lui est venue après avoir trouvé, enfoui sous une pile de paperasse, l'acte de propriété du bateau, maintenant entièrement remboursé. Plutôt que de le vendre comme Mathieu l'avait prévu, Françoise envisage une transformation. Le projet rencontre une résistance immédiate. Le capitaine du port, un vieil ami du père de Mathieu, refuse d'abord d'accorder l'autorisation. « Un bateau de pêche est fait pour pêcher, pas pour servir des gâteaux », grommelle-t-il, les bras croisés sur sa poitrine. Mais Françoise est déterminée. Elle présente des plans détaillés dessinés par un architecte naval de Marseille, expliquant comment le bateau serait ancré en permanence, comment l'intérieur serait réaménagé tout en préservant l'essence du navire. Elle organise une réunion communautaire à la mairie, invitant les villageois à partager leurs préoccupations. « Le nouveau marin ne sera pas seulement un café », explique-t-elle avec passion. « Ce sera un musée vivant de notre patrimoine maritime, un lieu où les traditions continueront d'être honorées, même si elles prennent une nouvelle forme. » Les réactions sont mitigées. Les pêcheurs plus âgés secouent la tête, murmurant sur le manque de respect pour l'héritage maritime. Mais les plus jeunes, comme Patrick, défendent l'idée. Mathieu était à la fois traditionnaliste et visionnaire, argue Patrick lors de la réunion. Il comprenait que notre mode de vie doit évoluer pour survivre. Finalement, l'autorisation
est accordé et la transformation commence. Chaque étape est documentée, photographiée, partagée avec la communauté. Françoise insiste pour que des éléments du bateau d'origine soient conservés. Le gouvernail est transformé en comptoir, les filets deviennent des séparations décoratives, les bouées des lampes suspendues. L'histoire du navire et celle de Mathieu sont racontées sur les murs, à travers des photos et des récits. L'ouverture du nouveau marin attire des visiteurs de toute la région. Flottant doucement au bout du quai principal, avec ses tables sur le pont supérieur offrant une vue imprenable sur la baie, il devient rapidement une attraction. Les clients font la queue pour déguster les pâtisseries désormais célèbres de Françoise, tout en écoutant les histoires de la mer que les anciens pêcheurs, initialement réticents, viennent maintenant partager volontiers. Une violente tempête frappe le village, causant des inondations dans la section inférieure où se trouve sa boutique. Les dommages sont considérables et l'assurance ne couvrira qu'une partie des réparations. C'est une réplique cruelle du désastre qui lui a pris Mathieu, comme si la mer cherchait à lui rappeler sa puissance. La pâtisserie est submergée sous 50 cm d'eau boueuse, détruisant les équipements, les fournitures et endommageant gravement la structure. Debout dans l'eau jusqu'aux chevilles, Françoise contemple les dégâts, un sentiment de déjà-vu insupportable l'envahissant. La tentation d'abandonner, de voir cela comme un signe qu'elle n'était pas destinée à réussir est presque écrasante. Mais quelque chose en elle a changé depuis cette première perte. Elle n'est plus la même femme brisée, incapable de voir au-delà de sa douleur. Alors que Françoise envisage d'abandonner, les villageois se rassemblent autour d'elle, offrant leurs compétences et leurs ressources pour les réparations. Même ceux qui avaient jugé ses choix de deuil reconnaissent maintenant sa résilience et sa contribution à la communauté. Le premier à arriver est Patrick, bottes en caoutchouc et pompe à eau en main. « On est une communauté de marins », dit-il simplement. On sait ce que c'est de se battre contre la mer, et on sait aussi qu'on ne le fait jamais seul. D'autres le suivent, des électriciens, des charpentiers, des plombiers. Des femmes arrivent avec des seaux et des serpillières. Des adolescents forment une chaîne humaine pour évacuer les débris. Nicole apparaît avec Nathalie solidement attachée sur son dos, dirigeant les opérations comme un général, assignant des tâches, organisant les efforts. Au milieu de l'activité frénétique, Françoise remarque quelque chose d'étrange. Les personnes qui l'aident ne sont pas seulement ses amis et ses clients habituels. Ce sont aussi ceux qui avaient murmuré dans son dos, qui avaient désapprouvé sa façon de porter son deuil, qui s'étaient éloignés d'elle pendant ses moments les plus sombres. « Pourquoi ?» demande-t-elle à Madame Leroy, cette même cliente qui avait grimacé en goûtant son éclair raté des mois auparavant, et qui, maintenant, récure vigoureusement le sol. « Parce que tu nous as montré comment se relever », répond la vieille dame sans interrompre son travail. « Dans ce village, nous avons toujours eu nos façons de faire face à la perte. Les vêtements noirs, les rituels, la solitude respectueuse. Mais toi, avec ta boutique colorée et ton obstination à créer de la beauté au milieu du chagrin, tu nous as rappelé qu'il existe d'autres chemins vers la guérison. L'inondation, aussi destructrice soit-elle, devient paradoxalement le catalyseur qui finalise la réconciliation de Françoise avec sa communauté. La pâtisserie est reconstruite, plus belle et plus fonctionnelle qu'avant, grâce aux efforts collectifs. Lors de la réouverture, l'affluence est telle que la file s'étend jusqu'au bout de la rue. Un nouveau crochet narratif est nécessaire ici pour maintenir l'intérêt. La mystérieuse lettre retrouvée sous les décombres était-elle vraiment écrite de la main de Mathieu, comme l'affirmait celui qui l'avait apportée? Et que contenait-elle pour bouleverser si profondément Françoise? Le consultant en restauration vient aider Françoise à redessiner la boutique après les dégâts causés par l'inondation et révèle une autre surprise. Un grand magazine culinaire veut présenter son histoire et ses recettes dans leur prochain numéro. Robin arrive 3 jours après la réouverture, ayant pris le premier train après avoir appris la nouvelle de l'inondation. Son inquiétude évidente touche Françoise, mais elle est encore plus touchée par son approche pratique de la situation. « Car les désastres peuvent parfois être des opportunités déguisées, » dit-il en examinant l'espace. « Maintenant que tu dois tout reconstruire, pourquoi ne pas repenser complètement l'agencement? Créer un espace qui reflète vraiment ta vision. » Il passe des soirées à dessiner des plans, penché sur la table de cuisine pendant que Nathalie dort paisiblement, imaginant des vitrines qui mettraient mieux en valeur ses créations. C'est un espace de dégustation plus convivial, une cuisine ouverte
où les clients pourraient observer le processus de création. C'est pendant l'une de ces sessions que Robin mentionne le magazine. Gastronomie et Terroir prépare un numéro spécial sur les artisans qui redéfinissent la pâtisserie régionale, explique-t-il. J'ai parlé de toi à la rédactrice en chef. Elle est fascinée non seulement par tes créations, mais aussi par la façon dont tu as intégré l'héritage maritime dans ton travail. La perspective d'une telle exposition nationale est à la fois exaltante et intimidante. Françoise s'inquiète que son histoire personnelle éclipse encore une fois son travail, mais Robin la rassure. Ils veulent se concentrer sur tes techniques, tes inspirations culinaires. Ton histoire est le contexte, pas le sujet principal. Pendant la séance photo, Françoise emmène Nathalie, qui marche et babille maintenant, sur le rivage où elle se sent plus proche de son mari. La petite fille, vêtue d'une robe bleu océan assortie aux yeux de sa mère, court joyeusement sur le sable, poursuivant les mouettes, riant quand l'écume des vagues chatouille ses pieds nus. Ses boucles sombres, si semblables à celles de son père, dansent dans la brise marine. Le photographe capture ces moments tendres entre mère et fille, Françoise montrant à Nathalie comment construire un château de sable, Nathalie offrant solennellement à sa mère un coquillage trouvé, leur silhouette se découpant contre le coucher de soleil alors qu'elle regarde vers l'horizon. Un cinéaste qui documente les traditions côtières pour un documentaire les repère et demande à inclure leur histoire, attirant l'attention nationale sur le village et sa riche culture maritime. La rencontre avec Thomas, le réalisateur, est fortuite. Attiré par la scène touchante de Françoise et Nathalie sur la plage, il s'approche avec respect, expliquant son projet de documenter les communautés côtières qui préservent leur patrimoine de manière innovante face aux défis modernes. Ce que vous avez fait avec le nouveau marin, c'est exactement ce que je cherche à montrer, explique-t-il. Comment les traditions peuvent être honorées tout en évoluant. Son documentaire, initialement centré sur les pratiques de pêche durable et les festivals maritimes, s'élargit pour inclure l'histoire de Françoise comme exemple de résilience culturelle. Il passe plusieurs semaines dans le village, filmant le café flottant, interviewant les pêcheurs, capturant la vie quotidienne de cette communauté en transition. La présence des caméras attire encore plus de visiteurs, curieux de voir ce petit village qui devient rapidement célèbre. L'économie locale en bénéficie. L'hôtel est complet, les restaurants débordent, les boutiques d'artisanat connaissent un regain d'intérêt. Le maire, initialement sceptique face aux changements apportés par Françoise, la remercie publiquement lors d'une réunion municipale. Parfois, il faut des yeux neufs pour voir le potentiel de ce que nous avons toujours eu, déclare-t-il, sous les applaudissements des villageois. Alors que Nathalie a 2 ans, Françoise utilise son succès croissant pour établir un fonds de bourse pour les enfants du village qui souhaitent poursuivre des études culinaires ou des pratiques de pêche durable. Ce geste est né d'une conversation avec Nicole, qui avait mentionné combien Mathieu aurait voulu poursuivre des études de gestion maritime, un rêve abandonné faute de moyens. Il disait toujours que les jeunes du village avaient 2 options, pêcher comme leur père ou partir, raconte Nicole. Et il voulait créer d'autres possibilités. Le fonds, baptisé Bourse Mathieu Dumas pour l'avenir maritime, est lancé lors d'une cérémonie émouvante sur le pont du Nouveau Marin, décoré pour l'occasion de guirlandes de coquillages et de lanternes flottantes. Françoise a invité tous les adolescents du village à postuler, qu'ils soient intéressés par la cuisine, la pêche, la biologie marine ou le tourisme côtier. La première cérémonie du fonds est organisée sur le bateau restauré, où la belle-mère de Françoise présente le prix inaugural, reconnaissant publiquement que son fils aurait été fier de ce que Françoise a créé à partir de leur perte partagée. C'est Nicole elle-même qui a insisté pour remettre le premier prix. « La mère a façonné notre famille de toutes les manières possibles, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle se tient devant l'assemblée. « Elle nous a donné notre gagne-pain. Elle nous a pris un fils et un mari. Et maintenant, à travers cette bourse, elle donnera à notre jeunesse un futur qu'ils n'auraient peut-être pas eu autrement. » La récipiendaire est une jeune fille de 16 ans nommée Clara, dont le rêve est de devenir chef pâtissière spécialisée dans les desserts sans allergènes, inspirée par son petit frère qui souffre d'allergies alimentaires multiples. En recevant l'enveloppe contenant sa bourse, elle serre spontanément Nicole dans ses bras, puis Françoise, avant de s'agenouiller pour être au niveau de Nathalie. « Un jour, je créerai une pâtisserie que tu pourras nommer, » promet-elle à l'enfant,
qui répond par un sourire radieux révélant ses petites dents de lait. Cette soirée marque un tournant pour Françoise. Entourée de sa communauté, tenant la main de sa fille qui grandit, elle réalise qu'elle a non seulement survécu à la tragédie, mais qu'elle a construit quelque chose de significatif à partir de celle-ci. Sa douleur n'a pas disparu, elle ne disparaîtra jamais complètement, mais elle a trouvé sa place dans une vie qui contient également de la joie, de l'accomplissement et de la connexion. Le succès de son entreprise permet à Françoise d'acheter le bâtiment voisin pour agrandir son activité. Pendant les rénovations, les ouvriers découvrent une cave cachée contenant de vieux journaux de pêche, dont un appartenant à son mari. La découverte se produit un mardi pluvieux, alors que les travaux battent leur plein pour connecter la pâtisserie originale au nouveau bâtiment. Un ouvrier, en démolissant un mur mitoyen, remarque une anomalie dans la maçonnerie, un espace qui ne devrait pas être là selon les plans. « Madame Dumas », appelle-t-il excité, « je crois qu'on a trouvé quelque chose. » Françoise, qui supervisait la livraison de nouveaux fours dans la cuisine principale, s'approche avec curiosité. Une ouverture dans le mur révèle une petite pièce, guère plus qu'un placard profond, manifestement scellé depuis des décennies. À l'intérieur, préservé par la sécheresse relative et l'obscurité, se trouvent des étagères de journaux, de bord, de cartes nautiques jaunies et d'instruments de navigation d'un autre âge. C'était probablement un poste de guet, explique l'entrepreneur, lui-même descendant d'une famille de pêcheurs. Pendant la guerre, les pêcheurs surveillaient la côte depuis ces petites caches. Françoise passe des heures à explorer ce trésor historique, feuilletant délicatement les pages fragiles qui documentent des décennies de vie maritime, les prises quotidiennes, les observations météorologiques, les naissances et décès dans la communauté des pêcheurs. Puis, au fond d'une caisse en bois marquée du nom Dumas, elle trouve un journal plus récent, avec une écriture qu'elle reconnaîtrait entre mille. À l'intérieur, elle trouve des croquis détaillés pour un design de pâtisserie qu'il avait secrètement travaillé, révélant qu'il avait partagé ses rêves encore plus profondément qu'elle ne le savait. Aux côtés des notations habituelles sur les marées et les bancs de poissons, Mathieu avait rempli les marges de dessin, un comptoir en forme de vague, des étagères ressemblant à des voiles gonflées par le vent, une enseigne combinant habilement un fouet de pâtissier et une encre. Sur la dernière page utilisée, datée de 3 jours avant la tempête fatale, il avait écrit « Lui montrer les plans demain. Dire à F que je crois en son talent plus que tout. » Françoise presse le journal contre son cœur, les larmes coulant librement. Ce n'est pas seulement la douleur de la perte ravivée, mais aussi une gratitude profonde pour cette confirmation ultime de la foi qu'il avait en elle et de la façon dont leurs rêves s'étaient entrelacés, même quand elle n'en était pas consciente. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange que quelqu'un qui n'est plus là continue de vous guider à travers des signes inattendus? Comment avez-vous réagi face à cette découverte? Alors que le 3e anniversaire de sa perte approche, Françoise achève l'expansion en suivant ses croquis, créant un espace qui fusionne magnifiquement les traditions maritimes avec les arts culinaires modernes. Les idées de Mathieu sont incorporées partout. Le comptoir ondulé, les étagères en forme de voile, même l'espace pour enfants qu'il avait imaginé dans un coin, avec des tables basses en forme de bateau et des chaises qui ressemblent à des bouées. La grande ouverture, prévue exactement 3 ans après la tempête, devient une célébration plutôt qu'un jour de deuil. Françoise a invité tout le village, préparant des quantités impressionnantes de pâtisserie pour l'occasion. Elle crée même une nouvelle pièce maîtresse, un gâteau monumental en forme de bateau. Chaque détail méticuleusement reproduit en chocolat, pâte d'amande et sucre filé. Robin est là, bien sûr, ayant pris un congé de son travail, à Paris pour l'occasion. Sa présence est devenue une constante réconfortante dans la vie de Françoise, ses visites mensuelles attendues avec impatience, tant par elle que par Nathalie, qui l'appelle affectueusement « tonton gâteau ». Leur relation, délicatement équilibrée entre l'amitié et quelque chose de plus profond, reste non définie, respectant le processus de guérison de Françoise. Nicole a joué un rôle crucial dans les préparatifs, coordonnant les invitations, organisant le service. Elle est maintenant une présence permanente dans la vie de Françoise et Nathalie, ayant vendu sa propre maison pour s'installer dans un petit appartement au-dessus de la pâtisserie où elle peut être proche de sa petite fille, tout en respectant l'indépendance de Françoise. Le maire dévoile une plaque sur la façade du bâtiment, mentionnant les 2 noms. Pâtisserie Dumas, fondée par Françoise,
et inspiré par Mathieu. La foule applaudit, de nombreux yeux s'humidifient, mais l'atmosphère est joyeuse, plutôt que solennelle. À l'ouverture du grand jour, debout avec confiance avec Nathalie à ses côtés, Françoise réalise qu'elle n'a pas seulement survécu, mais transformé sa douleur en quelque chose de beau qui honore l'amour qui fera toujours partie de sa vie. L'héritage qu'elle construit garantira que leur fille grandira en sachant que même le chagrin le plus profond peut être navigué avec courage, créativité et la volonté d'accepter l'amour sous ses formes nouvelles et inattendues. Regardant Nathalie, maintenant une petite fille vive aux cheveux bouclés comme son père et aux yeux déterminés comme sa mère, Françoise voit l'avenir. La petite a grandi entourée d'histoires de son père, sa présence maintenue vivante à travers les récits, les photos et surtout à travers l'amour qui persiste. « Maman », dit Nathalie, tirant sur la manche de Françoise alors que les invités commencent à entrer. « Est-ce que papa peut nous voir aujourd'hui ?» Françoise s'agenouille pour être au niveau de sa fille, caressant doucement sa joue. « Oui, mon cœur, je crois qu'il nous voit, et je crois qu'il est très, très fier de nous. » 2. Main dans la main, elles accueillent leurs invités dans ce nouvel espace, qui est à la fois un monument au passé et une célébration de l'avenir. La pâtisserie bourdonne de vie, rires, conversations, exclamations de délices, alors que les gens goûtent aux nouvelles créations. Plus tard, alors que la foule s'amincit et que le soleil commence à se coucher, Françoise emmène Nathalie sur le quai. Ensemble, elles lancent une petite lanterne flottante, tradition qu'elles ont établie pour marquer les occasions spéciales. « Pour papa », murmure Nathalie, agitant sa petite main alors que la lumière dérive vers le large. « Pour Mathieu », ajoute Françoise, « et pour nous, pour notre voyage qui continue. » La lanterne s'éloigne, une lueur dorée sur l'eau sombre, rappelant que même dans les nuits les plus noires, la lumière trouve toujours un moyen de briller. Françoise serre la main de sa fille, sentant la chaleur de cette petite vie confiante, à ses côtés, et sait avec une certitude profonde que malgré tout ce qu'elle a perdu, elle a aussi trouvé quelque chose de précieux, la capacité de son cœur à continuer d'aimer, à continuer de créer, à continuer d'espérer. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.